Que reste-t-il après nos morts? Que va-t-il rester après chacun d'entre nous? Les pierres tombales s'érodent, se couvrent de mousse et deviennent illisibles en quelques décennies seulement. Dans les temps passés, quand il n'y avait plus personne pour s'occuper des tombes, on réaffectait les sépultures dans les cimetières aux morts récents. Seuls les parents et les enfants leur rendaient visite. Les petits-enfants n'y allaient que rarement, et les arrière-petits-enfants, plus rarement encore. Ce que l'on qualifiait de repos éternel ne représentait dans les grandes agglomérations qu'un répit d'une 50aine d'années, avant que quelqu'un vienne remuer vos os. Parfois pour faire de la place pour de nouveaux arrivants, parfois pour remplacer le cimetière par des quartiers d'habitation. La terre devenait trop petite pour les vivants et les morts. Un demi-siècle. C'était un luxe que ne pouvaient s'offrir que les défunts d'avant la fin du monde. Qui allait s'occuper d'un mort quand c'était toute la planète qui périssait? Aucun résident du métro n'avait l'honneur d'être inhumé, et ne pouvait espérer que sa dépouille ne serve pas de festin aux rats. Autrefois, les restes avaient le droit d'exister, tant qu'il y avait des vivants pour se souvenir à qui ils appartenaient. L'homme se souvient de sa famille, de ses condisciples, de ses collègues. Mais sa mémoire n'est assez vaste que pour contenir 3 générations, ces fameuses 5 décennies et des poussières. Un jour, quelqu'un nous laissera partir vers le néant, avec la même légèreté que nous laissons les traits d'un grand-père ou d'un camarade de classe quitter notre mémoire. Le souvenir d'un homme peut dépasser la longévité de ses os, mais le jour où disparaît la dernière personne qui nous gardait en mémoire, nous nous dissolvons dans la trame du temps. Des photographies? Plus personne n'en fait de nos jours. Les gardait-on longtemps à l'époque où c'était à la mode? Autrefois, à la fin de chaque volumineux album de famille, il y avait une place réservée aux vieilles photographies sépia. Mais peu de ceux qui feuilletaient ces pages pouvaient déterminer avec certitude quelle image représentait tel ou tel aïeul. D'une manière ou d'une autre, les photographies ne sont que des masques mortuaires des défunts prélevés sur leurs dépouilles, et en aucun cas les empreintes vivantes de leur âme. Et de toute manière, elles se fanent à peine moins vite que les corps dont elles sont le reflet. Que reste-t-il alors? Les enfants? Homère effleura du doigt la flamme de la bougie. Il lui était facile de raisonner. Les mots d'Ahmed ravivaient toujours sa plébéante. Condamné à ne pas avoir d'enfants, privé de descendance et de prolongement de sa lignée, le vieillard ne pouvait que nier cette voie vers l'immortalité. Il prit à nouveau son stylo. Ils peuvent nous ressembler, et dans leurs traits nous pouvons voir le reflet des nôtres, fusionnés par magie avec ceux des personnes que nous aimions. Dans leurs gestes, dans un haussement de sourcils, dans une grimace, nous nous reconnaîtrons avec attendrissement. Nos amis nous diront que nos filles et nos fils sont comme des copies de nous-mêmes, taillés du même bois. Tout cela nous permet une forme de prolongement une fois que nous aurons cessé d'être. Cependant, aucun d'entre nous n'est un modèle premier dont sont tirées les copies qui vont suivre. À peine une chimère faite de moitié égale, de l'apparence et de la psyché de nos pères et mères. Eux-mêmes sont issus de leurs parents respectifs. Aussi n'avons-nous aucun caractère unique. Greffés sur une chaîne infinie de transmission, des particules indépendantes d'une mosaïque s'assemblent en des milliards de tableaux, nés du hasard, sans valeur particulière, et qui, à peine finis, commencent à tomber en poussière. Est-ce bien utile alors de montrer tant de fierté quand nous reconnaissons chez nos enfants un angle
ou une courbe que nous avions pour habitude de nous attribuer, alors qu'ils existent et voyagent de corps en corps depuis un demi-million d'années? Restera-t-il réellement quelque chose après moi? Homère souffrait plus que d'autres. Il enviait terriblement ceux à qui la foi permettait de croire à une vie après la mort. Quant à lui, lorsqu'il en entendait parler dans une conversation, il était instantanément transporté en pensée sur Nakhimowski Prospect. Homère n'était peut-être pas après tout qu'un organisme de chair qui serait broyé et digéré par les charognards. Mais même s'il y avait en lui quelque chose d'autre, séparé des muscles et des os, ce quelque chose ne pourrait survivre sans support matériel. Que restait-il après les pharaons d'Égypte, et après les héros grecs, après les artistes de la Renaissance? Subsistait-il quelque chose d'eux, ou était-il dans les choses qui avaient subsisté? Quelle autre forme d'immortalité est accessible à l'homme? Homère relut ce qu'il venait d'écrire et réfléchit. Ensuite, il arracha délicatement les pages de son cahier, les chiffonna, les disposa dans une assiette métallique et y mit le feu. En 1 minute, le travail qui lui avait pris les 3 dernières heures fut réduit en cendres. Elle était morte. Sacha s'était toujours représenté la mort ainsi. Le dernier ray de lumière s'éteignait, toutes les voix se taisaient. On perdait l'usage de son corps et ne restait que les ténèbres éternelles. L'obscurité et le silence dont l'homme est issu, et où il retourne irrémédiablement. Sacha avait entendu évoquer le paradis et l'enfer, mais elle avait toujours considéré la géhenne comme inoffensive. Une éternité de cécité et de surdité absolue dans l'oisiveté totale l'effrayait bien plus que quelques marmites pleines d'huile bouillante. Puis devant elle s'alluma une petite flamme vacillante. Sacha tendit la main pour l'attraper, mais c'était impossible. Le lampire d'encens s'éloignait d'elle, pour revenir la taquiner et s'éloigner encore, jouant, l'invitant à le suivre. Elle savait ce que c'était. Une flammèche des tunnels. Son père lui avait dit que quand quelqu'un mourait dans le métro, son âme égarée errait dans des tunnels sombres et confus, qui se terminaient immanquablement en cul-de-sac. Cette âme ne comprenait pas qu'elle n'était plus rattachée à un corps, que son séjour terrestre était terminé. Elle était condamnée à rôder ainsi, tant qu'elle n'apercevrait pas les flammes d'un âtre fantomatique. Et une fois le feu aperçu, elle devait se hâter vers lui, car il était envoyé pour la chercher. Et en s'éloignant d'elle, il la guidait vers le lieu où l'attendait le repos. Cependant, il arrivait parfois que la flammèche, dans un élan de pitié, conduise l'âme vers son corps. On disait de ces gens-là qu'ils revenaient de l'autre monde, alors qu'il aurait été plus juste de dire que les ténèbres les avaient relâchés. Le feu follet l'appelait à le suivre, et devant son insistance, Sacha céda. Elle ne sentait plus ses jambes, mais elle n'en avait pas besoin. Pour suivre la flammèche qui se dérobait, il suffisait de ne pas la perdre de vue. Il fallait la regarder fixement comme pour la convaincre, l'apprivoiser. Sacha l'avait rejoint, et le feu follet l'entraîna à travers des ténèbres opaques, dans le labyrinthe des tunnels, dont elle n'aurait jamais trouvé la sortie seule, vers la dernière station de la ligne de sa vie. Devant elle, les ténèbres se firent moins denses,
et elle eut l'impression que son guide dessinait les contours d'un refuge lointain où on l'attendait. « Sacha !» Une voix venait de l'appeler. Une voix étonnamment familière, même si elle ne se rappelait pas son propriétaire. « Papa ?» demanda-t-elle incrédule, devinant des notes tendres familières dans un timbre étranger. Ils étaient arrivés. La flamèche fantomatique des tunnels s'était arrêtée, se transformant en une flamme bien réelle. Elle sauta sur la mèche d'une bougie fondue pour s'y installer confortablement, tel un chat rentrant de promenade. Une pomme fraîche et calleuse recouvrit sa main. Hésitante, craignant de replonger dans les abysses, Sacha relâcha son attention de la flamme. Elle reprenait conscience, et dans son sillage s'éveillait la douleur dans son avant-bras déchiré, et les lancements de sa tempe contusionnée. Des ténèbres émergea et tangua un mobilier rudimentaire, des chaises, une table de chevet. Quant à elle, elle était allongée dans un véritable lit, si moelleux qu'elle ne sentait pas son dos. Elle avait l'impression qu'on lui rendait son corps par morceaux, et que certains d'entre eux attendaient encore leur tour. « Sacha ?» répéta la voix. Elle tourna son regard vers l'homme qui venait de parler, et retira sa main. À côté de son lit était assis le vieillard avec qui elle avait voyagé sur la Draisine. Son contact était dépourvu d'insistance. Il ne brûlait ni n'offensait Sacha. Elle avait retiré sa main par honte d'avoir pris pour celle de son père la voix d'un autre homme, et par dépit que la flamèche des tunnels l'ait amenée là. Le vieillard eut un sourire bienveillant. Il avait l'air content qu'elle ait repris connaissance. En y regardant plus attentivement, Sacha remarqua dans ses yeux des reflets chaleureux qu'elle n'avait jamais vus que dans le regard d'une autre personne. Sa méprise n'avait rien d'étonnant. Elle se sentit soudain honteuse vis-à-vis de cet homme. « Excuse-moi, » dit-elle. Et elle se redressa aussitôt, se rappelant ses derniers instants sur la Paveletskaya. « Qu'est-il arrivé à ton ami ?» Elle ne semblait savoir ni rire ni pleurer, à moins qu'il ne lui restât plus de force pour l'un ni pour l'autre. Par chance, les griffes acérées de la chimère avaient manqué la jeune fille, et le seul coup qu'elle avait reçu était contondant. Il avait pourtant suffi à la plonger dans le coma pendant 24 heures. Désormais, sa vie était hors de danger, avait assuré le médecin à Omer. Quant à ses problèmes personnels, le vieillard les avait passés sous silence. Sacha, durant son inconscience le vieillard avait pris l'habitude de l'appeler ainsi, avait flanché et s'était rallongé. Omer était retourné à sa table où l'attendait son cahier ouvert de 96 pages. Il joua avec son stylo et reprit à l'endroit où il avait interrompu le nouveau récit entamé pour se rapprocher du lit de la jeune fille qui avait gémi dans son coma. Cette fois, la caravane était en retard. Un retard inacceptable. Il était clair désormais que quelque chose de terrible, d'imprévu, était survenu. Quelque chose dont n'avaient pu les protéger ni les convoyeurs aguerris et lourdement armés, ni les bonnes relations obtenues après des années d'efforts avec le gouvernement de la Hanse. Cela n'aurait pas été trop grave si la communication était restée intacte. Mais le câble téléphonique qu'on avait tiré vers l'anneau était hors service, et la liaison n'existait plus depuis le lundi. Quant au groupe qu'on avait envoyé pour trouver la panne, il était revenu bredouille. Omer releva les yeux, et un frisson le parcourut. La gamine se tenait derrière son dos et déchiffrait ses gribouillages par-dessus son épaule.
Seule sa curiosité lui permettait de se tenir debout. Gêné, le vieillard retourna son cahier, la couverture face à lui. « C'est pour ça que tu as besoin d'inspiration ?» demanda-t-elle. « Je n'en suis qu'au début, » répondit-il sur la défensive. « Et qu'est-ce qui est arrivé à la caravane ?»« Je ne sais pas. » Il entreprit d'encadrer le titre. « L'histoire n'est pas encore finie, » ajouta-t-il. « Va t'allonger, tu as besoin de repos. »« Mais c'est à toi de décider comment le livre va se finir, » rétorqua-t-elle sans bouger d'un pouce. « Dans ce livre, rien ne dépend de moi, » dit-il en posant son stylo sur la table. « Je ne l'invente pas, je ne fais que retranscrire ce qui m'arrive. »« Tout dépend d'autant plus de toi alors, » fit la jeune fille pensive. « Est-ce que je serai dedans ?»« Je voulais justement t'en demander la permission, » répondit Homer sur le ton de la plaisanterie. « Je vais y réfléchir, » lâcha-t-elle avec sérieux. « Et pourquoi l'écris-tu » Le vieillard se leva pour ne pas la regarder en contre-plongée. Après sa dernière discussion avec Sacha, il avait compris que sa jeunesse et son inexpérience n'étaient que de trompeuses apparences. On eût dit que dans l'étrange station où il l'avait trouvée, les années comptaient double. Elle avait l'art de ne pas répondre aux questions qu'il formulait, mais à celles qui restaient informulées. Et les seules questions qu'elle lui posait étaient celles auxquelles il n'avait pas de réponse. S'il voulait compter sur la sincérité de la jeune fille, pouvait-elle devenir son héroïne autrement? Il devait lui aussi être franc avec elle, bannir les chichis et les omissions, et ne jamais lui en dire moins qu'il n'en aurait dit à lui-même. Je veux que les gens se souviennent de moi et de tout ce qui m'était cher, pour qu'ils sachent à quoi ressemblait le monde que j'aimais, pour qu'ils entendent l'essentiel de ce que j'ai appris et compris, pour que ma vie ne soit pas vaine, pour que quelque chose reste après moi. « Tu y déposes toute ton âme ?» demanda-t-elle en inclinant la tête. « Mais ce n'est qu'un cahier. Il peut brûler ou se perdre. » Tu penses que c'est un écrin peu fiable pour une âme, c'est ça? Homer soupira. Non, le cahier n'est utile que pour ordonner mon récit, et pour que je n'oublie rien d'important, tant que l'histoire n'est pas achevée. Après, il suffira de la raconter à quelques personnes. Et si j'obtiens le résultat que je souhaite, je n'aurai plus besoin de rien, ni de cahier, ni de corps. J'imagine que tu as vu beaucoup de choses qu'il serait triste d'oublier à jamais. La jeune fille haussa les épaules. Moi, par exemple, je n'ai rien à écrire. Et pas besoin de me mettre dans ton cahier. Ne gâche pas de papier pour moi. Oh, toi, tu auras... Le vieillard s'interrompit. Au moment qu'il s'apprêtait à évoquer, il ne serait déjà plus de ce monde. La gamine se taisait, et Homer craignit qu'elle ne se refermât pour de bon. Il cherchait les mots justes pour renouer la communication, mais il n'arrivait qu'à s'empêtrer davantage dans ses propres doutes. « Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans tout ce dont tu te souviens ?» demanda-t-elle soudain. « Le plus beau du plus beau. » Homer se troubla et fut pris d'une hésitation. Partager un tel secret avec quelqu'un qu'il ne connaissait que depuis 2 jours était incongru. Il ne l'avait jamais dit à personne, pas même à Helena, qui l'avait laissé croire que sur leur mur n'était accroché qu'un banal paysage urbain. D'autre part, la jeune fille, qui n'avait vécu que sous terre, serait-elle capable de comprendre ce qu'il allait lui raconter? Puis il se décida enfin. « Une pluie d'été. »« Qu'y a-t-il de beau là-dedans » demanda-t-elle en faisant la moue. « Est-ce que tu as déjà vu la pluie ?» Non. Elle secoua la tête. « Mon père m'interdisait de monter à la surface.
J'y suis allé une fois ou deux, mais je m'y sentais très mal. C'est effrayant quand il n'y a pas de mur tout autour. La pluie, c'est bien quand l'eau tombe du dessus. Mais Omer ne l'entendait plus. Il vivait à nouveau cette journée lointaine. Et comme un médium qui prête son corps à un esprit invoqué, il fixa le vide et se mit à parler. Tout le mois avait été sec et très chaud. Mon épouse était enceinte et elle avait déjà du mal à respirer sans ça. Alors imagine avec cette fournaise. À la maternité, il y avait un ventilateur pour toute une chambrée, et elle se plaignait souvent d'étouffer. Et à cause d'elle, je ne respirais plus non plus. J'étais tellement inquiet. Malgré tous nos efforts, nous avions échoué à mettre un enfant en route plusieurs années durant. Puis les médecins avaient agité le spectre d'une fausse couche. Et la voilà hospitalisée pour plus de sécurité, alors qu'elle aurait bien mieux fait de rester à la maison. Moi, j'étais sur des charbons ardents. Dès que je sortais du travail, je me précipitais sous ses fenêtres pour monter la garde. Dans les tunnels, le téléphone ne fonctionnait pas, alors à chaque station, je vérifiais s'il y avait des appels manqués. Un jour, je reçois un message du médecin. Rappelé de toute urgence. Avant que j'arrive au calme pour rappeler, j'avais eu le temps d'enterrer ma femme et notre enfant. Crétin d'hypocondriaque que j'étais. Je compose le numéro. Omer se tut, écoutant les tonalités, attendant qu'on décroche. Sacha s'abstint de l'interrompre, gardant ses questions pour plus tard. On me dit « Félicitations, vous avez un fils. » Ça n'a l'air de rien aujourd'hui. Mon fils est né. Mais ce jour-là, on m'avait rendu ma femme d'entre les morts, et ce miracle en plus. J'arrive à la surface. Il pleut. Une pluie fraîche. Soudain, l'air était devenu léger, transparent. Comme si la ville avait été recouverte d'une bâche poussiéreuse et qu'on l'avait enlevée. Les feuilles étincelaient. Le ciel était mouvant et les bâtiments avaient comme rajeuni. Moi, je remonte la rue Tverskaya vers le fleuriste, les larmes aux yeux de bonheur. J'avais un parapluie, mais je ne l'ai pas ouvert. J'avais envie d'être trempé. J'avais envie de la sentir, cette pluie. Aujourd'hui, c'est difficile à expliquer. On aurait dit que ce n'était pas mon fils qui était né, mais moi, à nouveau. Et je regardais ce monde et le voyais pour la première fois. Le monde aussi avait l'air jeune, comme si on venait de lui couper le cordon ombilical et qu'on le lavait pour la première fois. Tout allait être merveilleux désormais. Ce qui n'allait pas ou allait de travers, tout cela on pouvait le réparer. Je disposais à cet instant de 2 vies. Ce que je n'aurais pas le temps de faire, mon fils l'accomplirait. Tout était encore à venir, et pour nous, et pour la terre entière. Le vieillard se tut, les yeux fixés sur les bâtiments de l'époque stalinienne, flottant dans la brume rosée du soir. Il plongea dans le flot affairé de la Tverskaya, aspirant l'air sucré, et, les yeux fermés, offrit son visage au déluge estival. Quand il reprit ses esprits, sur ses joues et au coin de ses yeux, preuve indéniable de son voyage, brillaient des gouttelettes de pluie. Il se hâta de les essuyer du revers de sa manche. Tu sais, la jeune fille semblait tout aussi gênée que lui. Une pluie peut sans doute être très belle. Je n'ai pas de ces souvenirs. Est-ce que je peux me rappeler le tien? Et si tu veux, elle eut un sourire pour lui, je serai dans ton livre. Il faut bien que ça dépende de quelqu'un, la manière dont tout ça va finir.
C'est encore trop tôt, lâcha le médecin d'un ton sans appel. Sacha ne pouvait pas expliquer à ce crouton desséché l'importance que sa demande revêtait pour elle. Elle prit une profonde inspiration en vue d'un dernier assaut, mais renonça et lui tourna le dos avec un geste d'impuissance de son bras valide. « Ce n'est pas grave, vous attendrez un peu. Et puisque vous êtes déjà sur pied et que vous vous sentez si bien, commencez par faire des petites promenades. » Il ramassa tous ses instruments dans un sac en plastique et serra la main au vieil homme. « Je vais revenir dans quelques heures. Les autorités m'ont ordonné de le veiller. Enfin, vous comprenez, nous vous sommes redevables. » Le vieillard passa sur les épaules de Sacha un pardessus militaire à motif de camouflage, et elle sortit sur les pas du médecin, dans une vaste salle en longueur. Figée sur le seuil, la jeune fille ne trouva pas le courage de le franchir pendant de longues minutes. Jamais elle n'avait été confrontée à autant de personnes en même temps. L'idée même qu'il pût en exister autant de par le monde lui était inconcevable jusqu'à cet instant. Des milliers de visages, sans masque, si différents les uns des autres. Toutes les tranches d'âge étaient représentées, du jeune enfant au vieillard décrépit. Il y avait un grand nombre d'hommes, des barbus, des rasés de frais, des grands et des petits, des émaciés et des secs, des bien en chair et des musclés. Certains montraient des mutilations reçues au combat, d'autres les avaient de naissance. Certains étaient extrêmement beaux, et d'autres attirants malgré une apparence banale. Le nombre de femmes était sensiblement le même. Des marchandes aux hanches larges et au visage rougeau, un fichu sur la tête, et vêtues de cotonnade. Et des jeunes femmes pâles, fuselées, aux habits voyants multicolores, affublées de verroteries élaborées. Verrait-il que Sacha était différente? Saurait-elle s'intégrer dans cette foule, se faire passer pour l'une des leurs? Ou allait-il fondre sur elle et la tailler en pièces comme le ferait une horde de rats gris sur un albinos? Au début, elle avait l'impression d'être le centre de toutes les attentions, et le moindre regard croisé par hasard lui faisait monter le sang aux joues. Au bout d'un quart d'heure, elle s'y était accoutumée, car même si certains de ses regards étaient hostiles, curieux ou trop insistants, la majorité des gens qu'elle croisait faisaient preuve d'indifférence envers elle. Leurs regards l'effleuraient et poursuivaient leur chemin sans lui accorder davantage d'attention. Sacha en conclut que ces regards distraits et dépourvus de brusquerie étaient une sorte de graisse de moteur qui lubrifiait les rouages de l'humanité en activité. Si les hommes s'intéressaient trop les uns aux autres, le frottement serait excessif, et tout le mécanisme s'en trouverait paralysé. Pour se fondre dans la foule, nul besoin de changer de vêtements ni d'adopter une nouvelle coiffure. Il suffisait pour traverser le regard des autres de ne pas laisser traîner le sien et de toujours rompre un contact oculaire à peine établi. Paré d'une indifférence affectée, Sacha put glisser au milieu des courants des habitants de la station, sans s'enliser à chaque pas. Durant les premières minutes, l'amalgame bouillonnant des effluves humaines frappa ses narines, mais son odorat l'atténua bientôt, apprenant à en extraire les composants essentiels et à ignorer tout le reste. Dans cette puanteur acide des corps, perçait une fragrance éphémère de jeunesse, et quelques rares fois des vagues de parfums émanant de femmes élégantes baignaient la foule. À ces senteurs se mêlaient celles des fumées de viande grillée et les miasmes des fosses d'aisance. Pour Sacha, cette correspondance sentait la vie, et plus elle prêtait l'oreille à cette odeur assourdissante, plus elle lui semblait douce. Il lui aurait fallu sans doute pas moins d'un mois pour explorer en détail ce couloir sans fin. Tout y était si étonnant. Des comptoirs au décor fait d'entrelacs d'anneaux jaunes métalliques,
de plaques ciselées qu'elle aurait aimé étudier durant des heures, et d'immenses étals de livres contenant plus de savoirs secrets qu'elle ne pourrait jamais en acquérir. Le crieur à côté d'un stand, dont l'écriteau proclamait « fleurs », proposant une immense collection de cartes de vœux. Ces images aux couleurs fanées représentaient des bouquets ornementaux de toutes formes et de toute taille. Quand elle était enfant, Sacha en avait reçu une semblable en cadeau, mais elle n'aurait jamais imaginé en voir autant rassemblés en un seul lieu. Il y avait des bébés collés à la poitrine de leur mère, et des enfants plus grands jouant avec de véritables chatons. Des couples qui ne s'effleuraient pour l'heure que du regard, et d'autres dont les mains s'entrelaçaient. Et des hommes aussi, qui essayaient de l'approcher. Elle aurait pu prendre leur sollicitude pour une marque d'hospitalité, ou une tentative de lui vendre quelque chose, mais leurs paroles, prononcées dans un souffle empoisonné, lui inspiraient le malaise, voire un léger dégoût. Pour qui la prenait-il ? N'avait-il pas assez de femmes locales ? Certains parmi eux étaient particulièrement beaux, et les tissus colorés qu'ils portaient les faisaient ressembler aux boutons qui s'ouvraient sur les cartes postales. Le plus probable était qu'on se moquait d'elle. Était-elle seulement capable d'éveiller la curiosité masculine ? Elle sentit un doute l'envahir soudain. Peut-être comprenait-elle de travers ? Pouvait-on les comprendre de travers ? Elle sentit un tiraillement en elle, sous le triangle que formait la jonction de ses côtes, où commençait le léger renfoncement. Seulement, un peu plus en profondeur, à l'endroit précis dont elle n'avait découvert l'existence que 24 heures plus tôt. Tentant de calmer ses inquiétudes, Sacha errait devant les étals croulants sous des marchandises de toutes sortes. Des protections et des bibelots, des vêtements et des ustensiles. Mais elle n'y trouvait guère d'intérêt. Elle se rendait compte que son dialogue intérieur pouvait être bien plus brillant que le regard de la foule, et que les formes humaines que dessinait sa mémoire étaient bien plus lumineuses que l'ensemble des vivants. Valait-elle le sacrifice de sa vie ? Pouvait-elle se permettre de le juger après ce qui était arrivé ? Et le plus important, quel était le sens de toutes ces pensées qui lui traversaient l'esprit à cet instant, maintenant qu'elle ne pouvait plus rien changer ? Alors, avant même que Sacha comprît ce qui se passait en elle, les doutes refluèrent et son cœur s'apaisa. Elle poursuivit son introspection et capta au loin les échos d'une mélodie qui semblait s'insinuer en elle depuis l'extérieur. Elle coulait dans le flot trouble de la polyphonie humaine, sans jamais s'y dissoudre. Son premier contact avec la musique, à l'instar de nombre de ses semblables, Sacha l'avait eu à travers les berceuses maternelles. Dans son cas, ce fut également le dernier. Son père n'avait aucune oreille, et il n'aimait pas chanter. Quant aux chanteurs errants et autres saltimbanques, ils n'étaient pas les bienvenus à l'Avto-Zavodskaya. Les sentinelles qui ânonnaient près du feu les chansons de soldats n'étaient pas capables de faire vibrer les cordes désaccordées d'une guitare, pas plus que celles tendues de Sacha. Cependant, à cet instant, ce n'était pas le grattage ennuyeux des cordes d'une guitare qu'elle entendait. Cela ressemblait plutôt à une voix de jeune femme, peut-être même de jeune fille, bien que trop haut pour des cordes vocales humaines, et en même temps bien trop puissant. Sacha ne disposait en musique d'aucun autre point de comparaison. Le chant de l'instrument inconnu envoûtait et emportait tous ceux qui l'écoutaient au loin, vers des mondes que les natifs du métro ne connaissaient pas, et qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Cette musique obligeait à rêver, et suggérait que tous les rêves étaient réalisables. Elle réveillait des tourments diffus et les apaisait aussitôt. Elle instillait le bien-être comme si,
S'étant perdu dans une station abandonnée, Sacha trouvait une lampe et, en l'allumant, découvrait la sortie. Elle se tenait devant l'étal d'un armurier et, sous ses yeux, fixés à un présentoir en contreplaqué, étaient exposés de nombreux couteaux, depuis les petites lames escamotables jusqu'aux grands couteaux de chasse. Sacha était immobile, son regard hypnotisé rivé sur les lames. Elle eut un violent débat intérieur. L'idée qui lui avait traversé l'esprit était simple et alléchante. Le vieil homme lui avait glissé une poignée de cartouches quand elle était sortie, et elle avait assez pour acheter un couteau noir à lame large, denté, parfaitement aiguisé, parfait pour ce qu'elle avait en tête. Il lui fallut 1 minute pour se décider et se faire violence. Elle dissimula son achat dans la poche frontale de sa combinaison, au plus près de l'endroit dont elle voulait apaiser la souffrance. Sur le chemin du retour, elle ne sentait ni le poids du pardessus, ni ses tempes douloureuses. La foule dépassait la jeune femme d'une tête. Aussi le musicien lointain qui tirait de son instrument des notes étonnantes demeura-t-il invisible. Mais sa mélodie avait essayé de la rattraper pour l'inciter à faire demi-tour, pour la faire changer d'avis. Assurément. On frappa à nouveau à la porte. Omer, accroupi, gémit en se relevant, essuya ses lèvres du revers de sa manche et tira sur la chaînette de la chasse d'eau. Sur les fibres vert sale de sa veste courait une courte ligne brune. C'était la 5e fois qu'il vomissait en 24 heures, alors qu'il n'avait pas avalé grand-chose. Cette affection pouvait avoir plusieurs explications, se répéta-t-il, et pas forcément un développement accéléré de la maladie. Il pouvait tout aussi bien s'agir « Y en a encore pour longtemps !» cria une voix féminine impatiente. Seigneur, avait-il dans sa hâte confondu les lettres sur la porte? Omer épongea son visage couvert de sueur de sa manche souillée, se composa un air impassible et fit jouer le loquet. « Ivrogne !» La grand-mère excédée le bouscula et claqua la porte. À la réflexion, il préférait qu'on le crût porté sur la bouteille. Il fit un pas vers le miroir, au-dessus du lavabo, et appuya son front. Il reprit son souffle, et en regardant le verre se couvrir de buée, il eut un sursaut. Son masque filtrant avait glissé et pendait sous son menton. Il se hâta de le remettre en place et ferma les yeux. Non. Se croire vecteur de mort pour chaque personne qu'il croisait sur son chemin était impossible. Il était trop tard cependant pour faire machine arrière. S'il était bel et bien contaminé, s'il ne confondait pas les symptômes, toute la station était déjà condamnée d'une manière ou d'une autre. À commencer tout bêtement par cette femme, dont le seul tort était d'avoir eu une envie pressante au mauvais moment. Que ferait-elle s'il lui annonçait qu'il ne lui restait tout au plus qu'1 mois à vivre? C'était idiot, se disait Omer, parfaitement idiot, et plutôt médiocre. Lui qui rêvait d'offrir l'immortalité à tous ceux que son destin plaçait sur sa route. On l'avait bombardé ange de la mort. Lui, ridicule, chauve et souffreteux. On lui avait coupé les ailes, posé une bague pour le marquer, et fixé comme date limite 30 jours. Ce même délai qui l'avait poussé à agir. Était-ce une punition pour son excès de confiance en soi? Pour son orgueil? Non. Le vieillard ne pouvait plus passer sa maladie sous silence. Mais il n'y avait en ce monde qu'une seule personne à qui se confier. Quelqu'un qu'il ne pourrait pas tromper bien longtemps de toute manière, et avec qui il serait bien plus facile de jouer carte sur table. D'un pas mal assuré, il se dirigea vers les chambres de soins.
La pièce qu'il cherchait était à l'extrémité du couloir, et, d'ordinaire, devant la porte qui y donnait, un garde-malade était assis en permanence. Or le poste était déserté, et à travers la porte entr'ouverte, Omer percevait des râles intermittents. Ces râles s'assemblaient en mots épars, mais il était impossible d'en extraire des phrases cohérentes, même pour lui qui s'était tapi là en retenant son souffle. Plus fort. Combattre. Je dois... Ça a un sens. Résister. Se souvenir. Encore possible. Tromper. Blâmer. Cependant... Les mots se muèrent en grognements, comme si la douleur était devenue insupportable et ne permettait plus à l'homme qui parlait de saisir ses pensées trop rapides. Omer entra. Hunter gisait, découvert, sans connaissance, sur des draps froissés, humides. Les bandages qui lui entouraient la tête descendaient jusque sur ses yeux. Ses pommettes anguleuses luisaient de sueur. Sa mâchoire inférieure recouverte de barbe béait. Sa large poitrine, tel le soufflet du forgeron, montait et descendait avec difficulté, peinant à maintenir la flamme dans ce corps trop grand. À côté de la tête de lit, tournant le dos à Omer, se tenait la gamine, ses maigres bras croisés derrière elle. Il fallut du temps au vieillard pour remarquer le couteau noir dont elle agrippait le manche, tant il se confondait avec la teinte sombre de sa combinaison. Une tonalité. Une autre tonalité. Une troisième. 1235. 1236. 1237. Artyom ne les comptait pas pour se justifier auprès du commandant. C'était impératif pour avoir l'impression d'avancer. Car, s'il s'éloignait du point où il avait commencé à compter, cela signifiait qu'à chaque tonalité, il se rapprochait du point où cette absurdité allait prendre fin. Était-ce une manière de se leurrer soi-même ? Oui, sans doute. Mais écouter les tonalités en pensant qu'elles ne s'interrompraient jamais était insupportable. Même si, au tout début, le jour de sa première garde, il avait bien aimé cela. Comme un métronome, les tonalités mettaient de l'ordre dans la cacophonie des pensées, vidaient la tête, synchronisaient à leur rythme lent son pouls galopant. Cependant, les minutes ainsi découpées devenaient semblables les unes aux autres. Et Artyom avait l'impression d'avoir été pris au piège dans une boucle temporelle, dont il ne pourrait sortir tant que ces sonneries ne cesseraient pas. Au Moyen-Âge, il existait une sentence semblable. On rasait la tête du condamné et on l'asseyait sous un tonneau dont l'eau se déversait goutte à goutte sur son crâne, lui faisant perdre petit à petit la raison. Là où l'estrapade n'avait aucun effet, ce goutte à goutte donnait des résultats extraordinaires. Suspendu au câble, Artyom n'avait pas le droit de s'absenter, ne fût-ce qu'une seconde. Durant son tour de garde, il s'efforçait de ne pas boire pour que le besoin de se rendre aux toilettes ne puisse le distraire de sa mission. La veille, n'y tenant plus, il avait bondi de la salle et sprinté jusqu'au sanitaire. Revenu sur le seuil, il avait écouté, et un frisson l'avait parcouru. Le tempo n'était plus le même. Le signal galopait.
il avait abandonné son pas mesuré, ordinaire. Cela ne pouvait résulter que d'un seul événement. Il le savait parfaitement. L'instant qu'il attendait tant était venu pendant son absence. Il s'était retourné vers la porte, effrayé que quelqu'un ait pu le remarquer. Puis avait recomposé le numéro et s'était collé à l'écouteur. L'appareil avait émis un claquement et les tonalités s'étaient égrenées à leur rythme habituel, remettant le compteur à 0. Depuis ce moment, le numéro du correspondant n'avait plus jamais sonné occupé, et personne ne venait décrocher le combiné. Mais Artyom n'osait pas raccrocher. Il changeait seulement l'écouteur d'oreille, le passant de sel en sueur à sel glacé. Il s'était abstenu de faire un rapport aux autorités aussitôt après cet événement. Et désormais il lui paraissait improbable que les tonalités aient pu sonner autrement. Il avait reçu l'ordre de joindre un homme particulier. Voilà une semaine qu'il n'existait plus que pour mener à bien cette tâche. Si on avait vent de son infraction, il serait convoqué devant un tribunal qui assimilerait sa faute à une tentative de sabotage. Un autre avantage du téléphone était qu'il soufflait à Artyom le temps qui lui restait avant la fin de son tour de garde. Le jeune homme ne possédait pas de montre, mais il avait repéré sur celle du commandant que le signal se répétait toutes les 5 secondes. 12 tonalités équivalaient à 1 minute, 720 à 1 heure, 13 680, la relève. Particules de sable, elles s'égrenaient d'un bulbe de verre incommensurable vers un autre, sans fond. Et dans l'étroit goulot entre ces deux fioles invisibles, Artyom, assis, écoutait le temps. L'unique raison qui l'empêchait de poser le combiné était l'épée de Damoclès d'une inspection impromptue du commandant. Et encore, la tâche à laquelle il avait été assigné n'avait aucun sens. À l'autre extrémité du câble, il ne restait plus âme qui vive. Quand Artyom fermait les yeux, une image toujours identique flottait sur ses paupières. Il voyait le bureau barricadé de l'intérieur du chef de la station, le front appuyé contre la table, la main crispée sur la crosse d'un Makarov. Bien sûr, avec les conduits auditifs ventilés par une balle, il ne pouvait entendre la sonnerie insistante du téléphone. Ceux de l'extérieur n'avaient jamais réussi à forcer la porte, mais la serrure et les interstices dans les murs laissaient passer le son, et la plainte incessante du vieux combiné suintait à travers ces ouvertures, rampait sur le quai couvert de cadavres pour souffler. Naguère, il était impossible d'entendre cette sonnerie, recouverte par le brouhaha de la foule, les échos de pas, les pleurs des enfants. Mais à cet instant, aucun autre bruit ne dérangeait les défunts. La lueur clignotante des accumulateurs de secours agonisants inondait la station de reflets cramoisis. Une sonnerie. Encore une sonnerie. 1163. 1164. Personne ne répondait.